Merci beaucoup Luc de m'avoir invité. Et puis ce que je trouvais intéressant, c'est de parler d'un sujet que nous pratiquons tous mais qui n'est pas vraiment l'anesthésie. Et puis alors je me rends compte que j'ai traité le sujet de manière tout à fait différente des autres orateurs. J'ai pas revu, enfin, j'ai fait quelques remarques sur l'histoire de la transfusion, mais j'ai surtout revu l'anesthésie, la transfusion au travers de mes propres yeux. Comme la plupart d'entre nous, on sommes à peu près de la même génération, mais ça va montrer un petit peu comment est-ce qu'on a évolué au cours de 50 années dans la pratique transfusionnelle. Et Dieu sait si les changements, j'espère vous en convaincre, ont été importants. Alors j'aurais pu vous dire que le sujet par lui-même est intéressant, parce que regardez, en 2019, j'avais regardé PubMed, 19 000 papiers sur évaluant l'association entre transfusion et mortalité. Je suis retourné la semaine passée, on était à 25 000 papiers. Mais bon, je pourrais vous dire aussi que, historiquement, la transfusion est particulièrement intéressante, et puis petit cocorico, parlons quand même d'Albert Hustin, qui a réalisé la première transfusion de sang conservé. Il était conservé avec du citrate de sodium, la durée de conservation, 4 jours. Mais non, ce que je voudrais vous convaincre, c'est que nous avons changé nos pratiques. Alors je pourrais, vous êtes tous encore avec moi, j'ai proposé un petit quiz. Vous avez un monsieur de 80 ans qui a une histoire de maladie cardiovasculaire, il a une fracture de hanche, on l'opère, on lui met une prothèse, le lendemain vous êtes appelé parce que ce monsieur, il a 8 grammes d'hémoglobine. Premier jour post-opératoire, il a une bonne tension, il est stable, il n'y a pas d'évidence qu'il saigne, on ne met plus de drain, et il n'y a pas d'évidence qu'il est hypovolémique. Alors, qui transfuse? Ok. Qui l'aurait transfusé il y a 20 ans? Ah! Et si vous transfusez, combien vous transfusez? Qui transfuse une poche? Si vous transfusez. Et il y a 20 ans, qui transfuse une poche? Il y a 20 ans, qui transfuse 2 poches? Pourquoi? Parce que quand on a été formé, on nous a dit mais le sang, c'est un bon produit, c'est comme un steak, si tu en donne d'office 2 unités. Et donc, regardez comme, effectivement, on a été influencé par la littérature. Ceci, c'est vraiment une des plus belles études sur l'évolution des seuils transfusionnels. Jeff Carson est un interniste, il a pourtant beaucoup travaillé en chirurgie. Et donc, il a fait une étude prospective randomisée chez des patients de plus de 50 ans qui avaient une histoire de maladie cardiovasculaire et avec un taux d'hémoglobine en dessous de 10 grammes après la chirurgie. Le cas que je viens vous proposer. Et donc, il propose de randomiser les patients selon 2 stratégies transfusionnelles. J'aurais dit l'ancienne, la libérale, ça veut dire qu'on maintient 10 grammes d'hémoglobine, ou la plus moderne, la restrictive, soit des symptômes qui montrent que le taux de l'anémie du patient est mal toléré, soit il a un taux d'hémoglobine en dessous de 8 grammes par décilitre. On transfuse une unité à la fois, vous voyez qu'on est tous passés à une unité à la fois, et l'objectif premier de cette étude, c'est soit la mortalité, soit l'incapacité de se déplacer seul, sans assistance dans une chambre, dans les 60 jours qui suivent l'intervention. Alors, quand vous regardez les taux d'hémoglobine, au moment où les patients sont randomisés, ils sont en dessous de 10, et puis les uns, on les maintient à 10, les autres, on les maintient en dessous. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la différence, finalement, elle n'est pas si importante que ça. Elle est de l'ordre de 1 à 2 grammes par décilitre. Les patients étaient vraiment âgés, mais vous savez, les fractures de col de hanche, les fractures de col de fémur, c'est les patients âgés. L'âge du sang, on y reviendra, 22 jours, c'est du sang frais ou c'est du sang de banque? C'est du sang de banque. C'est pas bon le sang de banque ou c'est bon? C'est moins bon. C'est bon ou c'est pas bon? C'est moins bon. Je retiens, on va y revenir. Et il était leuco-réduit. J'y reviendrai aussi, c'est une histoire intéressante. Ça veut dire qu'on avait filtré le sang au départ pour enlever plus de 99% des globules blancs. Ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la transfusion? Eh bien, la palisse l'aurait dit tout autant. Si vous avez un seuil plus restrictif, vous allez beaucoup moins transfuser. Vous voyez que dans le groupe restrictif, il y a près de 60% des patients qui ne sont pas transfusés du tout.
et que dans le groupe libéral, il n'y en a que 3%. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand ils sont transfusés, ils sont moins transfusés. 1, 2 ou 3 unités, c'est moins fréquent dans le groupe restrictif que dans le groupe libéral. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on les a transfusés, ces patients? Eh bien, vous voyez que essentiellement, dans le groupe restrictif, on les a transfusés pour des signes cliniques d'intolérance à l'anémie, que ce soit la tachycardie ou l'hypotension. Et je vous le demande, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur l'objectif primaire? Le fait d'être plus restrictif ou plus libéral? Aucun. Aucun. La mortalité ou l'incapacité de se déplacer tout seul dans sa chambre, elle est relativement élevée quand même. On est à 1/3 des patients dans les deux groupes. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est parce qu'on a regardé que le post-op immédiat. À long terme, qu'est-ce que ça a donné? Bien, à long terme, ils ont continué l'étude telle qu'elle a été prévue dans le protocole initial, et ils ont un suivi de plus de 3 ans. Quand vous regardez le taux de mortalité et la courbe actuarielle de survie, ben, elle n'est pas différente dans les deux groupes. Quand vous regardez les causes de mortalité, ben, elles ne sont pas différentes entre le groupe restrictif et le groupe libéral. Mais qu'est-ce qui vous marque sur cette diapositive, outre le fait qu'il n'y a pas de différence entre les deux? Combien est-ce qu'il y a de morts dans chaque groupe? 400. Ils étaient 1000 dans chaque groupe au départ. À 3 ans, la mortalité de cette population, elle est de 40%. Ok. Qu'est-ce qu'on fait en Europe maintenant, 5 ans après la publication de cette étude? Donc c'est une étude qui a été commandée par la Société européenne d'anesthésie, ou une étude observationnelle pour évaluer les pratiques dans nos différents pays. Et la Belgique, il y a plusieurs centres qui y ont participé. C'est 5800 patients, 126 centres européens. Ça évalue bien les pratiques actuelles chez nous. Donc, finalement, en paire opératoire, on transfuse peu nos malades, 2%. Le seuil transfusionnel, il n'est plus à 10. On y reviendra. Pourquoi est-ce qu'on avait choisi 10? Et pourquoi maintenant on n'y est plus? Parce qu'on veut être plus restrictif. Le seuil était à 8. Donc, très bien. Quels sont les paramètres que les anesthésistes ont utilisés? Si vous regardiez bien, dans la grosse majorité des cas, c'est les seuils transfusionnels physiologiques, donc les signes cliniques, les signes biologiques ou les signes, je dirais, du monitoring qui vous font penser qu'il faut transfuser. Alors parfois associé à un taux d'hémoglobine, parfois associé aux pertes sanguines. Mais clairement, il y a eu une évolution vers le fait qu'on ne transfusait plus que sur un taux d'hémoglobine et qu'on prenait en compte un certain nombre de critères cliniques. M. Carson avait été entendu. Par contre, combien est-ce qu'on transfuse en moyenne? La médiane, elle est toujours de 2 unités. Donc on n'a toujours pas compris en 2016 qu'on transfuse une unité à la fois. Parce que si votre patient est à 8 grammes, on peut donner une première poche, évaluer comment il va, avant de donner la deuxième. Donc, ce qu'on n'a pas encore décrit jusqu'à maintenant, c'est le fait que les habitudes, une fois qu'elles sont prises, elles sont difficiles à changer. Ok, mais pourquoi est-ce qu'on était si libéral? Revenons à l'histoire. Quand les plus anciens d'entre vous, c'est-à-dire comme moi, ont commencé l'anesthésie, on nous disait « allons-y », je vous l'ai dit. Et on était réconfortés par la littérature. Ici, les travaux d'Opels, qui ont montré que quand vous transfusiez chair et cochon, les patients qui allaient recevoir une greffe rénale, eh bien, le taux de survie à 1 an et le taux de survie à 3 ans, il était bien meilleur que si vous ne les transfusiez pas, ou si vous y alliez tout doucement avec une poche la veille ou le jour de l'intervention. Donc il semblait qu'il y avait même des arguments scientifiques pour dire que la transfusion faisait du bien à nos patients. Hein? Ça c'est 1978. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? Le sida. On a dit le sida. Mais en fait c'est l'affaire du sang contaminé. Et l'affaire du sang contaminé, ce n'est pas que le sida, c'est l'hépatite également. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on parle beaucoup de la France, mais l'Angleterre, c'est exactement la même chose. Sauf que les anglo-saxons ont réussi à mettre le couvercle sur la casserole un peu plus longtemps. Mais c'est la même chose, c'est que du sang a été transfusé à des patients, le plus souvent des hémophiles, dont on savait qu'il était contaminé soit par le sida, soit par le virus de l'hépatite. J'ai oublié de changer la dia, la voilà, c'est ça. D'accord?
Et regardez, ce qui m'a impressionné, j'ai fait la littérature, j'ai trouvé 2 articles dans des journaux de vulgarisation, et 2 articles très récents, comme si on voulait informer les plus jeunes d'entre nous du fait que la transfusion, ça n'est jamais sûr à 100%, ou faire une piqûre de rappel aux plus anciens d'entre nous en disant la transfusion, ça comporte quand même des risques. Alors, on est donc arrivé à un stade où on s'est dit, on va regarder les seuils transfusionnels plus libéraux et les seuils transfusionnels plus restrictifs. Et donc Carson a fait une première, une deuxième, et je vous présente ici la dernière, une 3e méta-analyse. Je vais passer celle-ci. Ah, voilà. Donc, ce qu'on a compris aussi avec le scandale de la transfusion, c'est que la transfusion comportait des risques. Et un autre travail de Jeff Carson qui vous montre l'incidence des risques, hein, l'incidence de la contamination par le virus du sida ou par l'hépatite C, l'hépatite B. Mais ce qu'on n'a pas dit à la population, c'est que les risques les plus importants associés à la transfusion, c'est soit des réactions allergiques, soit ce qu'on appelle le fameux Transfusion Associated Circulatory Overload, c'est-à-dire la surcharge volémique, parce qu'on donne rapidement 1 ou 2 poches de sang à un patient qui est un peu limite sur le plan de la compensation cardiaque, et il fait une décompensation cardiaque. Donc ces risques-là existaient. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en particulier en France? Barre à gauche, tout, on restreint les pratiques transfusionnelles. Avec quoi comme conséquence? On a poussé le balancier trop loin de l'autre côté. Et comme dans cette étude épidémiologique de Liénard qui a regardé les causes de mortalité associées tout à fait ou probablement en partie à l'anesthésie, il observe que l'anémie est une des causes potentielles. Pourquoi? Parce que les anesthésistes ont commencé à réduire leurs pratiques transfusionnelles et n'ont peut-être pas toujours tenu compte du secteur dans lequel ils étaient. Il faut savoir qu'en France à l'époque, en tout cas c'est ce que M. Liénard expliquait, c'est que tous les centres n'étaient pas, toutes les institutions hospitalières n'avaient pas de centre de transfusion à côté d'eux. Et donc si vous demandiez du sang en urgence, il fallait parfois plusieurs heures, et chez un certain nombre de patients, ceci a pu être délétère en termes de morbimortalité. Donc on devient fort restrictif, mais on se rend compte que ça peut être dangereux. Mais donc, on a la population qui gronde, qui dit comment c'est possible qu'on a accepté qu'on nous transfuse du sang qu'on savait qu'il était contaminé. Les hommes politiques sont à l'affût. Ils cherchent une chose, c'est tranquilliser la population. Si on pouvait leur apporter quelque chose où ils pourraient montrer qu'ils ont effectivement amélioré la sécurité du sang. C'est quoi ce quelque chose? La leucoréduction. La leucoréduction. Et en 2002, Zick, dans cet article de revue, a très bien mis en balance le problème. C'est que d'un côté, les hommes politiques ont décidé, la leucoréduction, ça semble bien, on va exiger dans les pays occidentaux, en tout cas que la leucoréduction soit obligatoire, avec une augmentation des coûts qui était considérable, hein, et un retard dans la préparation des produits sanguins, d'une part, alors qu'en même temps sortaient des papiers qui ne montraient pas davantage de la leucoréduction. Et donc la leucoréduction, dans mon souvenir, est une des seules approches dont la décision a été purement politique et pas du tout basée sur des arguments scientifiques, mais qui a eu un impact majeur sur le coût des produits sanguins. Alors c'est clair que depuis, on sait que la leucoréduction est utile, en particulier pour réduire le risque de l'immunisation dans le HLA, l'infection du cytomégalovirus ou les réactions transfusionnelles non hémolytiques récurrentes. Mais en tout cas, on n'a jamais eu d'article fondamental qui permettait de démontrer si effectivement la leucoréduction devait être appliquée à tous les produits sanguins pour être administrée à tous les patients. Donc là, on a une augmentation du coût sans réellement de preuve de bénéfice. Mais tout à l'heure, je vous disais, on transfuse, on maintient combien dans les années 80? On maintient 10 grammes. Et pourquoi ce chiffre magique de 10 grammes? Le magic 10 grammes, le bullet. Pourquoi? Eh bien, ça date de 1968, les travaux d'un certain monsieur Hint, publiés dans Acta Belgica Anesthesiologica, ou des travaux expérimentaux où il avait montré que l'hématocrite pour lequel le transport d'oxygène était maximal,
cet hématocrite était de 30% parce qu'il correspondait au meilleur équilibre entre la chute modérée de l'hémoglobine et l'augmentation du débit cardiaque par la baisse de la viscosité, avec augmentation du retour veineux et baisse de la post-charge en conséquence. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait que c'est peut-être pas tout à fait 30 grammes, en tout cas au repos c'est entre 30 et 40 grammes, mais si vous demandez aux coureurs du Tour de France, ben, ils savent très bien qu'à l'effort, c'est plutôt entre 50 et 55% d'hématocrite. Et là, de nouveau, c'est une découverte très intéressante parce que ça veut dire qu'à ce taux d'hématocrite, malgré l'augmentation de la viscosité, on arrive à avoir un transport d'oxygène qui permet une meilleure VO2 max. Donc, je vous disais, on aborde les stratégies restrictives, donc toute une série d'auteurs, je reviens sur ma ligne de départ, toute une série d'auteurs ont comparé une stratégie libérale, 9 ou 10 grammes par décilitre de seuil transfusionnel, à une stratégie restrictive, 7 à 8 grammes. Et donc, M. Carson a publié une première méta-analyse en 2010, une deuxième en 2016, et ça c'est la dernière, pour autant que j'ai bien vu, 2021, c'est quand même 48 études, 21 000 patients. Alors, de nouveau, M. Lapalisse est intervenu pour vous dire, ben oui, si vous êtes plus restrictif, le risque que les patients soient transfusés va être beaucoup moindre. Et de fait, quand vous voyez le odd ratio, on a 40% de moins de patients transfusés. Mais donc, on s'attend à d'autres bénéfices. Et quand vous regardez en termes de complications, cardiaques, accident vasculaire cérébral, infection, aucun bénéfice de l'approche restrictive par rapport à l'approche libérale. Donc on nous tape sur la tête parce qu'on dit que les produits sanguins c'est dangereux, on réduit les pratiques transfusionnelles, on transfuse moins de patients, je suis d'accord, mais on n'a pas de bénéfice pour nos patients. Vous ne trouvez pas que ça pose question? Alors première cause, on pourrait se dire, ben, parce qu'on a essayé de réduire les risques de la transfusion, en ayant une approche plus restrictive, mais rappelez-vous le papier que je vous ai montré de M. Liénard, mais peut-être que du coup on a augmenté les risques de complications liés à l'anémie. Et donc l'un ayant compensé l'autre, finalement, ben, on n'a rien fait de mieux, on n'a peut-être pas transfusé ceux qui devaient l'être, ou on a peut-être transfusé ceux qui ne devaient pas l'être. Dans toutes ces études, 48, il y en a une seule qui montre un effet de la transfusion sur la mortalité à 45 jours. C'est cette étude de Villalova chez les patients qui présentent un saignement du tractus digestif supérieur. Et ces patients, comme je vous disais, on les a randomisés en une pratique libérale et une pratique restrictive avec les taux d'hémoglobine présents sur la dia. Et donc, l'objectif premier était quand même très ambitieux, c'est la mortalité à 45 jours. Et là, il n'y a pas photo. Ceux qui ont, entre guillemets, bénéficié de la pratique restrictive ont un taux de mortalité qui est beaucoup plus bas que ceux qui ont bénéficié de l'approche libérale. Et quand vous regardez les raisons de cet excès de mortalité dans l'approche libérale, les raisons, c'est d'une part une augmentation importante du ressaignement chez ces patients et d'autre part une augmentation d'effets secondaires liés aux réactions transfusionnelles. C'est le seul papier dans lequel on documente, sur les 38 que je vous ai présentés, c'est le seul qui documente un excès de complications liées à la transfusion. Alors, on va vous dire, mais oui, mais c'est parce qu'il y a un facteur confondant. Et le facteur confondant, on en a parlé tout à l'heure, c'est que le sang qu'on nous donne, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'il est vieux, et donc comme il est vieux, les globules rouges sont plus très plastiques et ne rentrent pas bien dans les capillaires, et puis il y a le taux de 2,3-DPG qui est extrêmement bas, et donc l'hémoglobine voit son affinité pour l'oxygène augmenter. Donc s'il vous plaît, messieurs de la banque de sang, plus que du sang frais. Je ne sais pas si vous connaissez des gens des banques de sang, moi je connais ceux de Bruckmann, ils ont attrapé, ils ont pris 10 ans en quelques jours. Hein. Parce que comment voulez-vous, sur un plan logistique, donner à tout le monde du sang frais? À moins que vous ayez les donneurs qui font la file tous les jours. Et sinon, ce n'est pas possible. Donc, plusieurs études qui ont été faites chez les adultes, chez les enfants, pour voir si l'âge du sang avait un impact sur la morbimortalité de ces populations. Quand vous regardez, chez les adultes, pas de différence. Chez les enfants, même les tout petits enfants. Ferguson, ce sont des prématurés, des bébés qui font 1 kg.
mais il faut aller convaincre encore nos amis pédiatres intensivistes que le sang frais n'est pas nécessairement mieux que le sang de banque. Bref, au total, ceux qui ont impliqué l'âge du sang reviennent bredouilles. Ce n'est pas en tout cas l'âge du sang qui peut être impliqué sur un excès de complications liées à la transfusion. Alors après, il y a eu quelqu'un d'assez subtil qui a dit « Oui, mais quand on transfuse le patient, c'est parce qu'il y a une raison. Et dans un contexte périopératoire, si on transfuse, c'est parce qu'il saigne. » Donc il a voulu regarder un petit peu la relation entre la transfusion, le saignement et la mortalité des patients, ici en chirurgie cardiaque. Et donc, c'est une étude rétrospective sur 2600 patients. Comme vous vous y attendez, il y a une magnifique corrélation entre la quantité de sang transfusé et la présence de sang, le volume de sang, dans les tuyaux d'aspiration. Quand vous regardez que vous répartissez les populations en fonction des tranches de saignement et que vous comparez dans chacune de ces tranches les patients qui ont été transfusés et pas transfusés, vous voyez sur le graphique de droite l'effet sur la mortalité. Est-ce que c'est la transfusion qui est liée à la mortalité ou est-ce que c'est le saignement qui est lié à la mortalité? C'est le saignement qui est lié à la mortalité. Parce que dans ces cas-ci, vous avez même l'impression que chez les patients qui ont les saignements les plus importants, je sais bien la série est petite, mais vous avez plutôt l'effet inverse, vous avez l'impression que ceux qui ont été transfusés font mieux en termes de survie que ceux qui sont décédés. Alors, cette notion nous a dit, tiens, si on allait un petit peu plus loin pour essayer de comprendre si ce n'est pas l'indication transfusionnelle qui est en fait la responsable essentiellement des maux qu'on accorde à l'anesthésie. Et quelle est la population qui convient à ça? J'avais la chance de travailler en chirurgie cardiaque pédiatrique, et en chirurgie cardiaque pédiatrique, il y a un certain nombre d'enfants qui vont être transfusés à l'entrée en circulation extracorporelle, simplement parce qu'ils sont anémiques, et que le volume de la circulation extracorporelle, le volume d'amorce, va entraîner une dilution extrêmement importante. C'était d'ailleurs quelque chose que j'avais beaucoup discuté avec les jeunes que j'avais en formation, parce qu'on décidait de mettre une poche de sang dans le circuit de circulation extracorporelle à un enfant qui n'avait pas saigné, qui avait son taux d'hémoglobine, qui était juste dilué. Et donc quand je leur demandais quel est le vrai traitement, le vrai traitement c'est d'enlever l'eau qu'on avait donnée en trop. Mais bon, les recommandations à l'époque, c'était de maintenir un hématocrite de 24% en circulation extracorporelle pour éviter les complications de développement ultérieur de ces enfants. Donc, nous voilà partis dans cette étude où on va comparer deux groupes de patients, ceux qui ont reçu du sang uniquement à l'entrée de circulation extracorporelle pour compenser, pas une anémie, mais une hémodilution, et ceux qui vont être transfusés, parce que soit ils ont beaucoup saigné, soit ils restent très cyanogènes après leur intervention, et s'ils sont très cyanogènes, le fait d'augmenter leur taux d'hémoglobine va permettre d'augmenter le transport d'oxygène. D'accord? Donc, on part sur cette étude. Dans les deux groupes, on maintient un hématocrite de 24%. Les uns sont transfusés à cause de la machine, les autres parce qu'ils saignent ou ils ont une maladie cyanogène. Donc, on a appelé ce groupe le groupe thérapeutique. Et l'objectif premier, c'était soit la mortalité, soit une morbidité importante, cardiaque, respiratoire ou rénale. Donc, quand vous regardez, l'équipe Aluderf avait super bien fonctionné. Vous voyez, les groupes sont très stables en termes d'hémoglobine et tout à fait comparables. Et finalement, vous dites, oui, mais je ne vois pas les 8 grammes. Et c'est forcé que vous ne voyez pas les 8 grammes parce qu'ils se trouvent ici, évidemment. Qu'entre-temps, la CEC s'est terminée, qu'on a essayé d'éliminer l'excès d'eau. Donc, à votre avis maintenant, est-ce qu'il y a une différence de morbimortalité entre les enfants qui ont été transfusés parce qu'ils étaient simplement hémodilués ou qui étaient transfusés parce que soit ils restaient cyanogènes ou développaient des saignements importants? Une différence ou pas de différence? Oui. Ben, si. Pour autant que j'arrive à tourner ma diapo. Bien sûr, la différence en termes de morbimortalité est quasiment du double. Et quand vous regardez la courbe actuarielle de survie, la différence est totalement significative. Donc clairement, ce qu'on attribue à la transfusion, au lieu de l'appeler Dr Jekyll, mais qu'on l'appelle Mr Hyde, ben, ce n'est pas nécessairement la transfusion, mais la raison pour laquelle vous décidez de transfuser le patient, ou parce que vous n'avez pas le choix.
Ce qu'on peut retenir en tout cas de tout ce que je vous ai expliqué, c'était déjà au tournant du siècle passé, c'est qu'il n'y a aucune raison de dire qu'il y a un taux d'hémoglobine optimal. Et que probablement, il faudrait tenir compte de toute une série d'autres critères, qu'ils soient cliniques, qu'ils soient biologiques, ou qu'ils soient liés au monitoring. Ce qu'on ne doit pas oublier aussi, c'est que peut-être que nous, on a une certaine expertise sur la gestion de l'anémie, mais que ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, et donc il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs logistiques et un certain nombre de facteurs géographiques. Et donc, au final, on arrive à des recommandations à la fin du siècle passé, je dis bien à la fin du siècle passé, qui pour moi restent les meilleures recommandations possibles. C'est de se dire qu'on ne peut pas se baser que sur une valeur d'hémoglobine ou d'hématocrite, mais qu'on peut prendre un range. Donc on peut se dire que pour les patients qui ont au-dessus de 30% d'hématocrite, le risque transfusionnel est quasiment nul. Par contre, pour ceux qui ont un hématocrite en dessous de 20%, le risque va être élevé. Mais tous ceux qui ont fait avec moi de la chirurgie cardiaque pédiatrique savent très bien qu'on a transfusé des enfants au-dessus de 30% d'hématocrite. Parce qu'ils étaient tellement cyanogènes et en bas débit cardiaque qu'on n'avait pas le choix. Et par contre, je me souviens très bien de jeunes femmes avec une hémorragie contrôlée du postpartum, pour lequel, après discussion avec le patient, j'acceptais un hématocrite plus bas que 20%, en me disant qu'une partie de cette chute d'hématocrite était liée à l'hémodilution, parce qu'évidemment, je l'avais remplie pour maintenir malgré tout la volémie. Parce que si vous ne maintenez pas la volémie, ben, vous n'avez pas de réponse adéquate du débit cardiaque. Et entre les deux, c'est votre cerveau. J'ai l'impression que j'ai des bonnes. Vas-y. Et donc, entre les deux, vous devez décider en fonction de critères préopératoires, péropératoires ou post-opératoires. Quand vous transfusez une seule unité à la fois. Et donc, on s'est posé une deuxième question, une fois qu'on a vu sortir les recommandations des deux guides, c'est si on avait une approche consensuelle entre les chirurgiens, les anesthésistes et les réanimateurs. Est-ce que rien qu'avoir cette approche commune, est-ce que ça permettrait d'économiser des produits sanguins? Et donc, quand je suis arrivé à Charleroi, en chirurgie cardiaque à Jumet, la première année, on travaillait tous ensemble et on a préparé un protocole de prise en charge commun. Il a fallu un an pour convaincre nos amis chirurgiens, mais pour que les chirurgiens, les réanimateurs et les anesthésistes soient d'accord sur comment transfuser, comment essayer d'épargner du sang. Les techniques d'épargne n'ont quasiment pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'on a baissé de 50% la quantité de poches transfusées. Et ce petit schéma, cet histogramme de distribution, pour un petit coucou à Philippe Ball qui m'a appris à faire ces schémas, qui montre très clairement que non seulement vous diminuez le nombre de patients qui ont reçu, vous augmentez le nombre de patients qui n'ont pas été transfusés, mais vous diminuez beaucoup le nombre de patients qui ont reçu 1, 2 ou 3 unités. Là où le problème reste aigu, c'est les grands seigneurs, avec un A, parce que ceux-là continuent évidemment à être beaucoup transfusés. Donc, on est passé de la chirurgie sans transfusion à Patient Blood Management, et la traduction française, vous allez voir, elle est délicieuse, c'est la gestion individualisée du sang. D'accord? Soutenu par la WHO, qui en fait, pourquoi est-ce qu'on est parti sur pourquoi est-ce qu'on est parti malgré tout sur cette nécessité d'épargner du sang? Parce qu'il y a des complications, parce que les coûts sont importants. Il faut savoir que la facturation d'une poche de sang ne couvre pas un tiers des coûts redevables à l'hôpital. Donc réduire la pratique transfusionnelle, c'est aussi améliorer le bilan financier de votre hôpital. C'est le fait qu'on a de plus en plus de problèmes entre la demande de produits sanguins et ce qu'on est capable de donner, parce que nos populations vieillissent, parce qu'il y a moins de donneurs, et parce qu'avec les modifications de voyage, vous allez au sud de la France pendant 15 jours, vous revenez, vous ne pouvez plus donner pendant X mois. D'accord? Et puis pour un problème que m'a très bien indiqué notre responsable de la banque de sang, c'est que nous avons maintenant des populations qui sont grandes consommatrices de produits sanguins, comme les drépanocytaires. Or, la distribution du groupe sanguin chez les drépanocytaires est essentiellement O, alors que la distribution des groupes sanguins des donneurs chez nous, elle est essentiellement A. Donc on se trouve avec un déséquilibre, non seulement en volume, mais aussi en type de produit du pouvoir administré. Donc ça, c'était le niveau européen. Et c'est quoi cette gestion individualisée du sang?
mais c'est repartir des critères qui sont facteurs responsables de la transfusion, et puis d'agir. Augmenter la masse préopératoire, donner du fer, corriger l'anémie. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, vous avez un patient anémique qui devait avoir une prothèse de hanche, on l'opérait, on s'occupait de son anémie après. Plus personne ne ferait ça maintenant. Maintenant, on s'occupe d'abord de l'anémie. En tout cas, c'est ce qui est recommandé. On s'occupe d'abord de l'anémie, et puis on s'occupe du remplacement de la prothèse. Et puis, sauf que ce qu'il faut se souvenir, c'est que lorsque vous décidez de transfuser, c'est parce que vous pensez que votre masse globules rouges circulante est trop faible, et que donc vous avez un risque d'augmentation de complications. Vous allez donc décider de le transfuser, mais de le transfuser de telle façon de se retrouver dans une zone de sécurité. Ça, on l'a bien compris. Mais il faut bien comprendre que si on utilise des alternatives, on doit faire la même chose. Et je n'aurai pas le temps de vous parler de la protéinine, mais le problème de la protéinine, c'est exactement ça. C'est un produit qu'on a utilisé pour diminuer le saignement, très bien, on transfusait moins, très bien, mais on augmentait la mortalité, très mal. Donc, en conclusion, est-ce que la transfusion, elle est Mr. Jekyll ou elle est Dr. Hyde? Elle est ni l'une ni l'autre. Mais elle est un peu comme toute notre pratique en médecine. Ce qu'il faut, c'est évidemment essayer d'éviter de réduire les facteurs qui vont être responsables de devoir exposer nos patients à une transfusion, et que si on transfuse, il faut être précautionneux et donner une unité à la fois. Et donc, est-ce que ce n'est pas toute l'évolution de notre médecine depuis 40 ans? C'est de se dire qu'il n'y a aucun traitement qui est tout positif et pas négatif, que les deux sont en balance, et que la première chose auquel nous devons penser, c'est ne pas rajouter un supplice ou un problème supplémentaire à notre patient. Donc ne pas traiter si on n'est pas sûr que le traitement va lui être bénéficieux. Merci de votre attention.